à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire de présentation de dispositifs d'aide et d'accompagnement aux entreprises organisé par FIBOIS Île-de-France. Je me présente Alec Bickerstedt, chef de projet filière emploi et formation. Côté FIBOIS Île-de-France, je suis accompagné de Jade Ouzet. L'idée de ce webinaire ce matin, c'est de vous présenter des différents dispositifs de subvention, d'accompagnement, d'aide qui existent et qui sont proposés par différents partenaires et acteurs que je vais vous présenter ensuite. Ce webinaire fait suite à plusieurs conversations qu'on a pu avoir avec nos entreprises adhérentes d'une difficulté de lisibilité de l'offre de subventions et d'accompagnement qui existe aujourd'hui. Donc voilà, l'idée, c'est que vous puissiez bénéficier de ce webinaire pour, d'une part, mieux comprendre les dispositifs proposés et de l'autre, pouvoir poser vos questions directement aux intervenants d'aujourd'hui et pouvoir aussi créer du lien et suite au webinaire, pouvoir approfondir aux besoins selon les thématiques qui vous intéressent davantage. Ce premier webinaire est un premier webinaire puisqu'il y en aura 2 autres qui seront organisés après l'été. Un autre sur les sujets de recrutement, de gestion RH et autres, hein, donc avec des participations de Pôle emploi et de la DRIETS Île-de-France. Et un troisième où on vous présentera les aides et subventions vraiment fléchées forêt et bois, plutôt fin septembre, début octobre, en région Île-de-France, donc qui soit proposé soit par l'État en région, soit directement par la région Île-de-France, notamment puisque la nouvelle stratégie régionale forêt et bois sera votée normalement à la CP de juillet, ce qui nous donnera de la visibilité sur les prochains dispositifs d'aide pour la filière forêt et bois. Alors je ne serai pas plus long, je vais juste vous détailler le programme pour ce matin. On aura donc 4 interventions. La première de Monsieur Hugo Thierry de la DRIETS Île-de-France, qui sera accompagné, on va dire, en back-office par David Anglaret également, qui est spécialiste des sujets RH. Donc si dès ce matin, vous avez déjà quelques questions sur cet aspect-là, vous pouvez également les poser. Ensuite, nous aurons l'intervention de Pierre-Eddy Sastre de BPI France. En troisième, Romain Aigle de la région Île-de-France. Et enfin, Julie Lamy de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. On aura 20 minutes d'intervention par intervenant et à chaque fois 10 minutes d'échange, questions-réponses. Pour le moment, ne vous inquiétez pas, vos micros et vos caméras sont coupés du fait de l'interface Teams. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Et si vous souhaitez à un moment prendre la parole, vous pouvez normalement lever la main voilà, sur l'interface Teams et je pourrais vous donner la parole au moment des questions-réponses. Je vous remercie pour votre participation et je laisse la parole à Hugo Thierry. Merci beaucoup, Alec. Alors, je vais partager mon écran. Dites-moi si vous voyez ce que je fais. C'est bon? Très bien. Parfait. Donc, tout d'abord, merci à FIBOIS pour cette invitation. Donc, Hugo Thierry, je suis du département entreprise au sein de la DRIETS Île-de-France. Donc, la DRIETS, c'est un acronyme assez long qui veut dire Direction régionale et interdépartementale de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités. Et donc mon département, le département entreprise, comme son nom l'indique, a pour vocation de gérer l'ensemble des dispositifs qui sont à destination des dirigeants d'entreprise, à l'exception de l'emploi, qui est géré par David ici présent. Donc pour commencer, ça me paraît pas complètement inutile de revenir sur ce qu'est la DRIETS, puisque je ne suis pas sûr que tout le monde sache parfaitement ce qu'on fait et quelles sont nos différentes activités. Alors, donc la DRIETS, elle se divise en 3 pôles. Je vais être assez rapide là-dessus, mais ça me paraît important. La DRIETS, elle se divise en 3 pôles. Le pôle T, T comme travail, qui s'occupe donc des politiques du travail. En fait, en pratique, c'est l'inspection du travail, donc il y a des missions telles que veiller au respect du droit du travail,
protéger les salariés, appuyer le dialogue social et participer à l'amélioration des conditions de travail. Donc ça, c'est un pôle qui est relativement connu. On a également le pôle C comme concurrence, qui s'occupe de la métrologie légale, de la politique de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes. Donc, pour ceux qui connaissent, en fait, c'est la DGCCRF, mais au niveau régional. Sachez que la Driette s'occupe également de ça. Et enfin, on a pôle EES, économie, emploi, solidarité, duquel je fais partie et David fait partie également. Donc, nos missions sont assez variées. On a le développement de l'emploi et de l'insertion professionnelle, la protection des personnes vulnérables, et les trois missions qui vont tout particulièrement vous intéresser en tant que représentant d'entreprise, ça va être la mission de répondre aux besoins en recrutement et en compétences. Donc s'occupe David ici présent, et donc il y aura un séminaire où il va pouvoir aborder ça plus en profondeur, également organisé par Fibois dans quelques semaines. On a une mission d'encouragement de l'innovation. Donc là, notre dispositif phare, c'est France 2030, que je vais détailler dans une première partie aujourd'hui. Et on a l'accompagnement des entreprises en difficulté, en particulier les entreprises industrielles. Et donc, le dispositif, entre guillemets, dispositif, puisqu'en fait, c'est le nom d'une personne, c'est le CRP, le commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés de l'entreprise. Donc, je vais vous présenter dans un second temps. Donc, pour commencer, je vais donc vous parler de France 2030. France 2030, qu'est-ce que c'est? C'est en fait à la fois une rupture et une continuité dans la politique d'investissement dans l'innovation réalisée par l'État depuis de nombreuses années. Donc pourquoi une continuité? Tout d'abord, parce que la politique d'investissement dans l'innovation, elle date, enfin, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle date à peu près de 2010 avec différents programmes qui s'appelaient les PIA, programmes d'investissement d'avenir. Donc, il y en a eu un en 2010, 35 milliards d'euros, un en 2014, 12 milliards, un en 2017, 10 milliards. Vous voyez les montants diminuent. Et enfin, qui a été lancé en 2021, donc qui s'appelle France 2030, qui intègre le PIA 4. Et donc les deux, donc on s'inscrit vraiment dans cette logique de continuité où tous les 5 ans à peu près, on a une nouvelle grosse enveloppe qui est mise sur la table. Donc la différence par contre entre France 2030 et les PIA précédents, c'est que d'abord on a un montant qui est tout à fait nouveau. On est sur 54 milliards aujourd'hui pour France 2030. Donc, c'est beaucoup plus massif, notamment par rapport aux PIA 2 et 3, où on était sur 12 et 10 milliards. Donc, vous voyez que 54 milliards, c'est plus du double des deux autres réunis. Et euh, par ailleurs, en termes de rupture, on a une volonté de sélection qui est bien plus forte. Donc, on a des objectifs qui sont beaucoup plus définis qu'auparavant. L'objectif étant d'éviter un reproche qui avait été fait au niveau des PIA, qui était l'effet saupoudrage, où on donnait un peu d'argent à tout le monde et où ça ne permettait pas en fait de développer les projets les plus ambitieux et les plus intéressants puisqu'il n'y avait pas assez d'argent pour eux. Et à l'inverse, ça coûtait très cher puisqu'on donnait de l'argent à tout le monde. Donc l'idée de France 2030, c'est vraiment cette logique de sélectivité, mais d'accompagnement très fort une fois qu'on est sélectionné. On retient uniquement des projets réellement innovants, mais par contre, une fois que les projets sont retenus, les montants vont être plus importants et l'accompagnement va être beaucoup plus fort que sur les précédents dispositifs. Voilà, donc ça, c'est pour l'idée générale. Donc, je vous disais 54 milliards, ce qui est tout à fait conséquent, 54 milliards sur 4 ans. Et donc ces 54 milliards, ils se divisent à travers tout un paquet d'objectifs. Donc je ne vais pas tous les détailler ici. Ici, vous les voyez de manière un peu plus claire. Donc on a 10 grands objectifs, dont le nucléaire, l'hydrogène, la décarbonation de l'industrie, le premier avion bas carbone, les véhicules électriques et hybrides, l'alimentation saine, durable, traçable, la santé, les contenus culturels et créatifs, la nouvelle aventure spatiale et les grands fonds marins. Et à côté, on a des conditions qui sont, enfin, on appelle ça des conditions, donc c'est également des, des sortes d'objectifs sur lesquels on va mettre de l'argent, mais qui sont transverses à l'ensemble des objectifs à côté. Donc les matières premières, l'électronique, les formations, les stratégies numériques et le capital innovation de culture.
Voilà, donc ça c'est pour la présentation globale de France 2030. Par ailleurs, par ailleurs, on a certains objectifs, un pilotage global qui est que 50% des crédits doivent être consacrés à la décarbonation, avec aucun crédit qui doit financer un projet défavorable pour l'environnement. On doit accepter la prise de risque et l'échec. Ça, c'est ce que je disais avant, c'est que on a une logique de sélectivité, mais en même temps, on est conscient que si on sélectionne des projets réellement innovants, la contrepartie, c'est qu'ils soient réellement risqués, en général également. Et donc, ça, c'est quelque chose qui change beaucoup par rapport à la logique précédente, puisque avant, les aides d'État étaient vraiment réservées à des entreprises qui étaient capables d'avoir des business plans extrêmement établis par rapport à leur innovation et démontrer en fait qu'elles allaient être rentables très rapidement et qu'elles allaient être à l'équilibre très rapidement. Aujourd'hui, on change un peu de braquet. Ça ne veut pas dire qu'on ne finance pas des entreprises qui sont rentables très rapidement, mais ça veut dire qu'on accepte que dans certains cas, il y a des entreprises qui seront rentables que dans 5 ans, que dans 10 ans, parce qu'en fait, elles sont en train de développer une nouvelle technologie qui est réellement de rupture et que ces technologies-là, on peut aussi pouvoir les financer. Autre changement de doctrine, avant on investissait uniquement dans l'innovation en raison des règles d'aide d'État, enfin des règles européennes qui régissent ce que les États peuvent faire pour les entreprises. Aujourd'hui, on investit également dans l'industrialisation, c'est-à-dire que on peut investir dans la création d'un site de production et pas uniquement dans de la R&D. Et ça, c'est un changement de paradigme pour les entreprises, puisque avant, le passage à l'échelle était très difficile puisqu'il n'y avait aucun fonds public qui était possible pour financer les sites productifs. Euh, et voilà. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, quels sont les appels à projets de France 2030? Qu'est-ce qui est ouvert actuellement et sur lesquels vous pouvez candidater? Alors, de manière générale, vous pouvez tout le temps suivre tous les appels à projets qui sont ouverts, parce qu'il y en a beaucoup sur France 2030. On est entre 50 et 100 appels à projets constamment ouverts, donc avec certains qui s'ouvrent, qui se ferment, etc. Donc voici le site, je le repasserai à la fin, mais voilà le site où vous pouvez constamment suivre quels sont les appels à projets ouverts sur France 2030, quel que soit l'opérateur. Ça, c'est la tête qu'a le site, donc vous voyez, c'est assez bien fait. À gauche, vous avez les thématiques et les types de bénéficiaires. Donc typiquement sur les thématiques, donc, la première vous concerne tout particulièrement agriculture, alimentation et forêt, vous couchez ça, et puis vous avez tous les appels à projets en lien avec l'agriculture, l'alimentation et la forêt qui apparaissent. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur l'appel à projet et vous êtes renvoyé sur le site de l'opérateur pour savoir exactement comment candidater ou envoyer votre dossier, etc. Alors, je vous ai fait une petite sélection des appels à projets, ça va être rapide, il y en a 4. Des appels à projets qui peuvent vous intéresser en tant qu'acteur de la filière bois. Tout d'abord, l'appel à projet biomasse chaleur pour l'industrie du bois, en abrégé BCIB. Donc l'objectif de cet appel à projet, c'est d'accompagner les industries du bois pour mettre en place des installations performantes en biomasse. L'objectif étant évidemment de réduire l'utilisation des énergies fossiles. Alors, il faut avoir un minimum de puissance pour pouvoir présenter l'appel à projet, 4000 MWh par an. Et c'est uniquement pour des projets de biomasse qui sont en lien avec les industries du bois manufacturier. Voilà, donc l'opérateur pour cet appel à projet, c'est l'ADEME. Et on a, dans les porteurs à projet, je vous ai mis la nomenclature INSEE, donc vous devez faire partie. Mais évidemment, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à contacter l'ADEME ou à vous rendre sur le site que je vous ai dit avant pour avoir plus d'informations. Autre AAP en lien avec la filière bois, c'est l'AAP industrialisation des produits et systèmes constructifs bois et autres biosourcés. Donc l'appel à projet SCB en abrégé, parce qu'on adore les abrégés au ministère des Finances. Donc l'objectif de cette AAP, c'est de répondre à la demande du secteur de la construction sur le segment bois et matériaux biosourcés. Globalement, c'est un appel à projet qui est assez large, puisque il peut développer notamment, l'exemple que je peux vous donner, c'est par exemple des capacités supplémentaires de sciage de gros bois, des capacités de production de parquet, enfin voilà, tout ce qui est en lien avec
l'alimentation du nouveau marché, enfin du marché de la construction bois et biosourcés. Et vous voyez que là, on bénéficie pleinement de ce dont je vous ai parlé avant, qui était la capacité à financer des sites productifs et pas uniquement de la R&D, avec quand même l'idée que ça serve à la construction d'avenir qu'on essaye de développer. Donc évidemment, bah, l'ensemble de la filière bois est éligible à cet appel à projet-là, avec un bonus, entre guillemets, pour ceux qui s'associeraient à d'autres filières, telles que la paille et le chanvre, qui sont aussi des filières qu'on essaie de développer dans la construction. Encore une fois, l'opérateur, c'est l'ADEME. Troisième appel à projet, l'appel à projet exploitation forestière et sylviculture performante et résiliente, en abrégé AAP et SPR. L'objectif, donc, comme son titre l'indique, c'est de soutenir des entreprises qui sont impliquées dans l'exploitation du bois avec un objectif d'investissement dans des équipements performants et respectueux des sols. Donc là, encore une fois, on bénéficie de la possibilité de financer directement des outils de production et pas uniquement de la recherche et de l'innovation. Évidemment, dans les projets, s'il y a des démarches innovantes, elles vont être priorisées par rapport à ceux qui ont simplement porté l'idée d'acheter de nouveaux équipements. Et donc, notamment, dans les exemples que je peux vous donner de projets qui vont rentrer dans cet appel à projet-là, on va avoir le développement le développement expérimental d'outils ou de matériel, donc simplement utiliser de nouveaux outils, de nouveaux matériels. L'investissement dans des matériels moins lourds avec une surface au sol maximisée, dans la logique de respect des sols que j'évoquais juste avant. Et pareil, des matériels de débardage par câble aérien ou par traction animale dans cette même optique de respect des sols. Donc les porteurs de projets éligibles, c'est évidemment les entreprises qui réalisent l'utilisation forestière. Et encore une fois, l'opérateur, c'est l'ADEME. Dernier appel à projet dont je vais parler, qui est un appel à projet qui ne concerne pas du tout que la filière bois pour le coup, qui est l'appel à projet Première Usine. C'est un des appels à projet phares de France 2030, avec une enveloppe énorme, 550 millions, juste pour cet appel à projet-là. Et l'objectif, c'est le passage à l'échelle. C'est permettre à des startups ou des PME industrielles de financer en fait leur première usine, puisque on sait que ce passage à l'échelle entre niveau recherche et développement ou niveau PME à construction des premières grandes lignes de production, c'est très difficile, notamment de trouver des financements. Et donc, cet AAP Première Usine, il permet de financer tout projet de première usine qui répondrait aux objectifs de France 2030. Donc évidemment, vous vous doutez que sur cet appel à projet-là, on a beaucoup de demandes, en plus des demandes de financement assez massifs. Donc il est assez sélectif. Mais comme la construction biosourcée est un des objectifs de France 2030, on peut tout à fait imaginer une première usine qui serait financée avec cet AAP sur de la production de matériaux biosourcés si c'est suffisamment innovant et pertinent pour l'écosystème de la construction. Donc ça, c'était tout ce qui était France 2030 au niveau national. Donc tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, c'est vrai pour toute la France. Alors, on me pose la question, je sais pas si on m'avait posé d'autres questions avant, parce qu'en On fait, peut je faire les lisais pas questions le à la chat. fin, Hugo, si ça vous va. Très bien. Donc, je ferai les questions à la fin. Donc, ah oui, et l'opérateur, c'est BPI, et c'est pas l'ADEME. Donc, tout ce que je vous ai dit là, c'est vrai pour l'ensemble de la France. Tout France 2030, tout ce que je vous ai expliqué, c'est vrai pour l'ensemble de la France. On a également une déclinaison au niveau régional, donc, qui est gérée directement par la Driette pour l'Île-de-France, qui s'appelle France 2030 régionalisée. Et donc, au sein de France 2030 régionalisée, on va avoir trois appels à projets donc, qui ne sont valables qu'en Île-de-France. Ils sont coportés par la Driette et le Conseil régional. Et donc, ces trois AAP, ils s'appellent respectivement Innova Leader PIA, Grand lieu d'innovation PIA et projet de R&D collaborative. En tout, ça représente une enveloppe conséquente de 185 millions, moitié État, moitié région. Et celui qui pourra le plus vous intéresser, ça va être Innova Leader PIA. Je vais aller directement dessus après.
Je passe rapidement sur les autres. Donc, grands lieux d'innovation PIA, on a assez peu de candidats et de lauréats parce qu'il s'agit de développer des grands lieux d'innovation. Enfin, quand on a dit, des grands lieux d'innovation, c'est des sites qui vont accueillir en fait notamment des startups et des porteurs de projets pour faire de l'innovation. Donc évidemment, c'est des porteurs de projets tout à fait conséquents qui peuvent ouvrir ce type de site. Et les projets de R&D collaboratifs, ça va être, quand on parle de R&D collaboratif, c'est entre un partenaire industriel et un partenaire académique. Donc lorsqu'on a des projets de R&D qui impliquent les deux, ils vont pouvoir candidater sur ce dispositif. Alors en ce qui concerne InnovUp Leader PIA 4, donc sur lequel qui est celui qui est le plus nous intéresser. L'objectif, c'est d'accélérer l'émergence de futurs leaders sur leur marché. C'est donc un appel à projet qui est transverse à tous les secteurs, qui ne concerne pas particulièrement la filière bois, mais où on peut tout à fait avoir des candidats de la filière bois. Et où l'objectif, du coup, c'est de porter des projets innovants qui ont un impact sur le territoire régional avec un montant qui doit être supérieur à 150 000 euros. Et toute PME ou ETI est éligible, et c'est BPI l'opérateur. Voilà, donc ça c'était pour toute la partie France 2030 innovation. Et je vais passer rapidement sur la partie soutien aux entreprises en difficulté qui est plus courte, je vous rassure. Donc le soutien aux entreprises en difficulté, au sein de la DRIELT, elle s'incarne à travers les deux CRP. Comme je vous dis, CRP, c'est-à-dire commissaire aux restructurations et à la prévention des entreprises. Avant, c'était les commissaires au redressement productif qui avaient été créés par Montebourg. Ils existent toujours, mais ils ont changé de nom. Les objectifs des CRP, ça va être de prévenir et d'accompagner les difficultés des entreprises et de préserver l'activité et l'emploi. Concrètement, ça veut dire en fait que ces deux personnes et leurs équipes, l'objectif, c'est qu'elles accompagnent les entreprises qui vont se trouver en difficulté. Les entreprises qui vont être prioritairement suivies par les CRP, c'est les entreprises de 50 à 400 salariés, ou les entreprises industrielles, ou les entreprises des secteurs stratégiques. Donc, si vous êtes une TPE, mais que vous êtes une TPE industrielle, vous pouvez être suivi par les CRP. Ce n'est pas des critères cumulatifs, c'est des critères distincts. Si vous êtes dans un de ces trois cas, vous faites partie du cœur de cible des CRP et vous avez tout intérêt à vous tourner vers eux dès que vous sentez venir des difficultés au niveau de la gestion de votre entreprise. L'idée, c'est que le CRP, donc, il intervient de manière confidentielle, gratuite et subsidiaire par rapport aux autres acteurs des entreprises en difficulté. Et l'intervention du CRP peut se porter sur les sujets financiers et non financiers. C'est-à-dire qu'au sein des équipes des CRP, on a des personnes qui sont expertes en droit social, on a des personnes qui sont expertes en finance d'entreprise, on a des liens avec l'ensemble des autres administrations telles que les URSSAF, le fisc, avec les élus locaux, enfin en tout cas, et tous ces sujets-là, en fait, ils peuvent être abordés par le CRP dans un seul mouvement de conseil, de manière à essayer de vous aider au mieux de redresser la situation de vos entreprises. Évidemment, pour que le CRP puisse avoir le temps d'intervenir, il faut au maximum intervenir tôt par rapport aux difficultés. Donc plus vous anticipez que vous avez des difficultés à venir et plus vous contactez tôt les CRP, plus ça va être possible de vous apporter un accompagnement de qualité. Concrètement, l'objectif de cet accompagnement, c'est de retourner la situation, que ce soit du point de vue financier, juridique ou en lien avec des questions industrielles, ça va être de retourner cette situation difficile de l'entreprise en mobilisant et en coordonnant les acteurs qui gravitent tout autour de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme action concrète du CRP? Le CRP, il connaît l'ensemble des dispositifs qui peuvent aider une entreprise. Typiquement, c'est les CRP relayaient relayaient les informations liées à la guerre en Ukraine ou relayaient les informations liées à la crise de l'énergie en premier au sein de la région Île-de-France. Donc c'est eux qui ont les informations les plus fraîches sur les niveaux de dispositifs qui peuvent être créés dans ce genre de situation de crise. Le CRP peut aussi, comme il a un point de vue neutre, faciliter les relations interentreprises. Il peut finaliser un tour de table financier. Il peut, même si ce n'est pas son premier rôle, mais ça peut arriver. Il peut aider à la recherche d'un repreneur et il peut faciliter le dialogue entre les parties prenantes.
Voilà. Et puis après, on peut aller jusqu'à mobiliser différents autres acteurs. Comme je vous disais, l'Office CureSaf, c'est assez fréquent. On peut aussi mobiliser, on peut aller jusqu'à mobiliser le ministre s'il y a besoin, c'est déjà arrivé. Ou également des collectivités quand on va être sur des difficultés foncières, par exemple. Voilà, donc j'ai terminé. Je vous laisse cette page où vous avez toutes les informations importantes. Donc la liste des AAP France 2030 que je vous ai présenté avant, c'est donc le site du gouvernement. Les contacts, donc si vous avez des questions sur France 2030, vous avez une adresse fonctionnelle, Driette IDF Investir Avenir. Et notamment si vous ne rentrez pas dans les appels à projets, mais que vous êtes convaincu que vous avez un projet innovant, on peut porter l'idée de créer des nouveaux appels à projets aussi. Donc n'hésitez pas à venir pour nous dire que vous avez vu quelque chose qui manquait dans les appels à projets d'après vous et qui correspondait aux objectifs de France 2030. Pour les entreprises en difficulté, donc vous avez les deux CRP, je vous ai mis leur adresse mail et leur numéro de téléphone. Vous avez aussi une boîte fonctionnelle. Et enfin, si vous êtes une entreprise en difficulté qui n'est pas industrielle et qui a moins de 50 salariés, vous pouvez quand même être soutenu par l'État en contactant votre conseiller de sortie de crise départemental. Donc c'est le dernier tiret avec l'adresse que je vous ai mis là, puisque vous ne serez pas prioritaire pour être accompagné par les CRP. Évidemment, les conseillers de sortie de crise et les CRP, ils discutent, hein. Donc si vous vous trompez d'adresse mail, ils se renvoient la balle l'un sur l'autre. Et voilà, j'en ai fini, donc je vais répondre aux questions. Merci beaucoup, Hugo. Les premières questions concernent les dates des appels à projets que tu as présentés en première partie, notamment l'appel à projet système constructif industriel qui, semble-t-il, serait clôturé au 15 mai. C'est vrai qu'il y avait deux dates de levée de dossier. La deuxième, qui est indiquée sur le site, date du 15 mai. Je ne sais pas s'il y en a une prochaine qui est prévue. Alors, je ne suis pas allé regarder précisément les dates et levées de fonds. Après, une tendance qu'on observe sur l'ensemble des appels à projets de France 2030, c'est qu'ils sont ils sont très très nombreux, et notamment sur ceux qui visent à développer une filière de cette manière-là. Ils sont très nombreux à être relancés avec des vagues successives. Donc, je ne dis pas du tout qu'il y a une prochaine vague qui est prévue, mais France 2030, ça doit durer 4 ans. On n'est que à la première année, donc a priori, si on n'a pas fini de construire une grande filière de construction bois, il y a toutes les chances, si la vague est clôturée, qu'il y en ait une nouvelle qui soit ouverte d'ici l'année prochaine. On a même des appels à projets qui sont en train d'être changés en termes de modalités, de manière à être constamment ouverts. C'est quelque chose qui était pas trop possible avant, euh, pour des raisons institutionnelles et légales. Et donc, de manière à ce que justement les porteurs de projets n'aient plus à se soucier des deadlines et ce genre de choses. Donc sur les principaux appels à projets, c'est en train d'être transformé pour qu'ils soient constamment ouverts. Donc D'accord, sur oui. celui-là précisément, je ne sais plus. Mais en tout cas, si vous allez sur le site que je vous ai donné, du coup, vous avez la réponse instantanément. Très bien. Donc, ouais, effectivement, pour le moment, ce qui est indiqué, c'est que la dernière levée était au 15 mai. Mais on se renseignera côté Fibois pour savoir si de prochaines levées sont prévues. Euh, une question également de date sur l'appel à projet première usine. Là, je suis en train de Alors regarder première usine, également. pour le coup, c'est sûr qu'il y a plus. Celui-là, il est prévu de durer jusqu'à la fin de France 2030. Et il fait partie, il me semble, je m'engage pas là-dessus, mais il me semble qu'il fait partie justement des appels à projet qui va être transformé en appel à projet continu où il y aura plus de deadline. Et dans tous les cas, tant qu'on est sur un modèle de vague avec des deadlines, il y en aura des nouvelles sans arrêt sur première usine. Effectivement, là, je vois sur Quelque chose comme tous les 6 mois, je crois, ou quelque chose comme ça. à peu près, effectivement. Moi, je laisserai peut-être Pierre Eddy compléter après moi, mais de ce que je vois, en tout cas, il y a en 2023, il y a 3 dates de levée qui sont prévues. Donc le 4 avril qui est passé, ensuite le 12 septembre et le 12 décembre. Mais il y aura des dates prochaines jusqu'au 15 décembre 2026. Donc Voilà. il y a du temps. C'est vraiment vocation à durer toute la durée du plan. Une dernière question dans le chat, moi j'en aurais une également sur la dernière partie pour l'aide aux entreprises en difficulté. A priori, il n'y avait pas de contact fléché directement pour le 94. Alors, je vais vous remettre la slide parce que je vais passer un peu vite dessus. Donc, comme je vous disais, on a donc
Ah oui, pardon, les CRP, c'est vrai que j'ai oublié de mettre celui qui s'occupe du 94, autant pour moi. C'est la première, Claire Coblin, qui s'occupe du 94. D'accord. Toutes mes excuses. Mais voilà, si jamais vous aviez écrit à celui d'en dessous, là, qui est par département, il vous aurait redirigé aussi vers le bon CRP. Même si vous écrivez un des deux CRP et que c'est pas le bon, ils se parlent entre eux. Voilà, l'important, c'est vraiment d'écrire à quelqu'un, mais après, tout ce petit écosystème se parle. Ça marche, merci. Ben, de toute façon, on pourra renvoyer le contenu des présentations aux inscrits suite au webinaire. Donc vous pourrez avoir les slides à jour. Euh, Moi, j'avais une petite question également. Donc, pour l'aide aux entreprises en difficulté, un des critères, ça peut être les entreprises de secteur stratégique. Est-ce qu'il y a une liste définie ou est-ce que c'est les listes de France 2030 en général? Alors, il n'y a pas de liste définie des secteurs stratégiques. On va être notamment sur, enfin, je vous donne quelques exemples, mais c'est pas arrêté. Mais on va notamment être sur tout ce qui est secteur de la BITD, donc qui alimente la défense, sur le nucléaire, sur, enfin, effectivement, ça va se recouvrir assez largement avec France 2030. Mais sur le sujet secteur stratégique, en fait, disons que ce critère-là permet de prendre en compte des entreprises qui ne seraient pas dans les deux premiers critères et où on aurait vraiment envie d'aider cette entreprise, quoi. C'est une vision assez extensive des secteurs stratégiques et qui est un peu faite au cas par cas. Maintenant, encore une fois, de toute façon, il y a un contact pour tout le monde qui est le conseiller de sortie de crise départementale. Et ensuite, c'est au sein de l'État qu'on s'arrange pour savoir qui suit qui. C'est pas à l'entreprise de savoir. Mais en tout cas, sachez que si on est dans un secteur qui est juste stratégique, si on est une entreprise qui est juste stratégique, il y a un suivi qui est plus fort, qui est un accompagnement qui est plus fort. Très bien. Est-ce qu'il y a encore une question pour Monsieur Thierry? N'hésitez pas à lever la main si voilà, il y a besoin de prendre la parole pour poser la question. Euh, bon, visiblement non. S'il y a des questions qui viennent plus tard, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et Monsieur Thierry pourra y répondre soit directement dans le chat ou à la prochaine session de questions-réponses. Merci beaucoup. Merci à Euh, vous. Merci encore pour l'invitation. Avec plaisir. Et je laisse la parole à Pierre-Eddy Sastre de BPI France. Merci beaucoup Alec. Bonjour à tous. Donc moi je suis Pierre-Eddy Sastre, je suis directeur d'investissement au sein de BPI France et plus spécifiquement du fonds bois, puisqu'en fait on a effectivement un fonds dédié à l'industrie et à la filière du bois qui existe depuis 2009, au sein de BPI France. Ce que je vous propose, je vais vous partager une petite présentation aussi de BPI France, même si maintenant même si effectivement BPI France est relativement connu. BPI France existe depuis 10 ans maintenant, on fait les 10 ans cette année. C'est une filiale du groupe Caisse de dépôt et de l'Agence de participation de l'État. Pour être assez synthétique, historiquement, BPI était le regroupement de deux grands types d'acteurs, avec les acteurs qui étaient liés à l'investissement dans les PME, startups et grands groupes au sein de la Caisse des dépôts, et aussi le financement avec l'ancien OSEO. Et c'est ce que l'on peut retrouver aujourd'hui un petit peu dans l'organigramme que je dois vous présenter, que vous devez voir, puisqu'il y a effectivement tous les aspects investissement entre l'innovation, le capital développement et le fonds de fonds, et le financement, qui est l'ancien OSEO, au sein de BPI France désormais. Et finalement, on a rajouté deux activités progressivement depuis 10 ans avec l'export, avec le financement à l'export, les assurances prospection, les assurances crédit, le préfinancement et toute une activité d'accompagnement qui s'est développée également dans les 10 dernières années et qui est très large, vraiment qui veut proposer à la fois des accélérateurs et des missions de conseil ad hoc, et j'y reviendrai parce que finalement il y a 3 dispositifs aujourd'hui qui sont spécifiques à la filière bois et je les présenterai après. Il y a bien sûr le fonds bois, donc, dans lequel je suis et qui est dans le capital développement qui est là. Il y a des prêts spécifiques dans le financement, mais qui sont plutôt dédiés à la première transformation.
Et dans l'accompagnement, il y a un accélérateur bois sur lequel on est à la 3e génération. Pierre-Eddy, excuse-moi, Ouais. est-ce que tu pourrais passer en plein écran pour qu'on voit un petit Et je vais passer en plein écran sans aucun problème. Merci beaucoup. C'est bon? Ça doit être plus grand? Parfait. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir finalement, chez Bpifrance, on accompagne vraiment tous les projets sur tous les modes de financement des entreprises. À la fois sur les parties subventionnelles en tant qu'opérateur, effectivement, on l'a vu tout à l'heure avec notamment la AP Première Usine. On intervient également en financement, donc à travers effectivement l'ancien Oseo, avec la mise en place d'outils spécifiques. Alors c'est du financement bancaire, mais qui a généralement des petites spécificités par rapport aux acteurs privés, et j'y reviendrai. Et en fonds propres, donc quand ces deux modes de financement je dirais, ne suffisent plus, c'est important de pouvoir renforcer ces fonds propres. Et voilà, on existe pour ça, et le fonds bois notamment existe pour cela. Pour pouvoir j'allais dire, rehausser le plafond de verre du financement quand il le faut, quand il y a des gros projets d'investissement, croissance organique, croissance externe ou opération de transmission. Je vais commencer par là, par les éléments de financement et de financement en fonds propres. Et donc, c'est la raison pour laquelle le fonds bois existe. Donc, le fonds bois aujourd'hui, dans tout l'investissement chez Bpifrance, alors c'est une toute petite part, hein, c'est vraiment une enveloppe qui est très limitée. Aujourd'hui, l'investissement en fonds propres chez Bpifrance, c'est 50 milliards d'actifs sous gestion, et le fonds bois en fait 80 millions. Néanmoins, à l'échelle de la filière, c'est déjà pas mal. Nous, l'idée au sein du fonds bois, c'est d'accompagner des projets qui sont structurants pour la filière. Donc, aussi bien pour des PME que des ETI. Donc, on est dans cette équipe que sont les fonds Impact Environnement au sein donc, du capital développement aujourd'hui chez Bpifrance. Et donc, on a vraiment cette volonté au sein de notre équipe d'accompagner aussi bien les acteurs du bois que les acteurs en général de la transition écologique et environnementale, avec un fonds qui est dédié également, sur lequel j'interviens également, sur les segments des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, de l'économie circulaire et plus globalement des services à l'environnement. Et donc, sur ces thématiques-là, aussi bien au sein du fonds bois que du fonds énergie-environnement, on investit entre 1 et 10 millions d'euros, voire un peu plus quand il le faut, pour des opérations structurantes. Ce qui est important sur les fonds propres, c'est l'anticipation. Un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure aussi sur les entreprises en difficulté. C'est des décisions qui sont importantes, qui sont structurantes, qui méritent du temps. Il y a vraiment trois grandes catégories j'allais dire de situations qui nécessitent aujourd'hui un investissement en fonds propres et un renforcement des fonds propres. Il y a les augmentations de capital pour de la croissance organique. Voilà, ce sont des nouveaux sites, des nouvelles lignes, des nouveaux équipements. Donc ça, vraiment, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter. On a l'habitude de voir ce genre de projets parce que c'est souvent extrêmement structurant pour aller lever du financement, pour anticiper les besoins avec des partenaires bancaires. Et nous, on est finalement, en tant que fonds d'investissement, associés en fait au sein de l'entreprise et potentiel associé. On est aussi là en tant que conseiller sur toutes les étapes et notamment le plus en amont possible pour pouvoir prévoir des rétroplanning qui sont parfois un peu compliqués à appréhender. Donc le premier cas, effectivement des financements de croissance organique. Il peut y avoir aussi des financements de croissance externe. Là aussi, quand il y a des gros projets, des projets importants de croissance externe, un renforcement des fonds propres peut s'avérer nécessaire. Et là, ça nous est arrivé plusieurs fois, avec le fonds bois notamment, d'intervenir pour renforcer les fonds propres et permettre finalement une croissance externe structurante et pour lesquelles le financement bancaire, par exemple, ou les capacités d'autofinancement du groupe ne suffisaient plus.
Et enfin, les troisièmes types d'intervention, c'est de la transmission. Et c'est ce qu'on met ici finalement sur les transmissions et LBO, là où finalement il faut faire respirer le capital. S'il y a un changement de génération, s'il y a l'entrée de cadres au capital, et bien nous, ça nous arrive assez fréquemment là aussi d'intervenir, d'être un facilitateur des passages de relais, notamment quand il faut pouvoir offrir une sortie à des associés historiques et en même temps pérenniser l'activité du groupe plutôt que de songer à une session à 100%. Donc ça, c'est finalement nous notre raison d'être aujourd'hui à l'investissement chez BPI France. Je reviens sur le fonds bois. Le fonds bois, il intervient finalement sur toutes les verticales, sur tous les segments de la filière, aussi bien en première et deuxième transformation que pour l'emballage, notamment la palette, la tonnellerie évidemment. Également sur le troisième segment de la construction bois. Il y a aujourd'hui le fonds bois 3 qui existe depuis 2020. Il a pris la suite des fonds bois 1 et 2. Il est significativement plus important que ses deux prédécesseurs. Le fonds bois 1 faisait 20 millions d'euros, le fonds bois 2, 27, le fonds bois 3 en fait près de 80. Et l'objectif, c'est clairement d'accompagner la construction bois dans son développement. On est un petit peu dans les starting blocks depuis 10 ans sur la construction bois. On attend, comme beaucoup d'acteurs, je pense, de pouvoir accompagner ce mouvement. Et c'est vraiment la raison pour laquelle on a significativement augmenté la taille du fonds. La quatrième verticale, c'est l'agencement. Il y a également le meuble, le bois énergie, le papier carton et les autres écomatériaux qu'on a voulu également accompagner finalement avec cette démarche, notamment dans la construction, de décarbonation du secteur du bâtiment. Et là aussi, on parlait tout à l'heure de la paille, des autres usages, des autres écomatériaux. Et on a vraiment cette volonté d'accompagner des acteurs qui vont dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, le fonds bois 3, il fait 80 millions, il investit entre 1 et 10 millions d'euros en fonds propres, et il est financé à la fois par BPI France sur ses fonds propres, mais aussi par le ministère de l'Agriculture au titre du plan de relance, aussi par les syndicats et organisations de la filière, le Codifab, et l'ameublement français. Voilà. Et Eiffage a également participé à l'abondement du fonds. C'est un fonds qui a une vision assez longue puisqu'il fait 15 ans, et ce qui permet d'éviter d'être pris par le temps comme beaucoup de fonds d'investissement. L'idée, c'est vraiment de s'adapter à la filière qui a un temps d'investissement très long pour pouvoir financer des projets dans le temps. Voilà en tout cas pour la partie en fonds propres, mais ce qui est important, c'est vraiment l'anticipation, c'est renforcer ses fonds propres, finalement rentrer dans cette démarche, ça prend quelques mois, donc c'est vraiment des choses à anticiper. D'un point de vue général, maintenant sur les autres dispositifs qui sont dédiés à la filière, il y a un accélérateur bois, donc c'est vraiment dans la partie accompagnement. La partie accompagnement, elle se décompose à la fois d'accélérateurs et à la fois de missions de conseil. Dans les missions de conseil, donc qui ne sont pas du tout dédiées à la filière, qui sont vraiment générales, mais il y a des choses qui sont importantes et qui peuvent être intéressantes pour les acteurs de la filière, tels que des diagnostics. Il y a le diag décarbonation, le diag écoflux. Alors, c'est des dispositifs qui sont très appréciés parce que ça permet d'avoir, notamment sur le diag écoflux, d'apporter une vision rapide sur les consommations d'électricité, les consommations d'eau et tous les inputs de l'activité. Ce sont des dispositifs qui sont subventionnés. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter chez BPI ou pour voir si ça peut vous intéresser, parce que c'est vraiment concret et ça permet vraiment d'avoir des petits plus et des petits quick wins sur l'activité. Donc, au-delà de ces missions de conseil, il y a des accélérateurs et il y a des accélérateurs bois. Donc, on a lancé le 3e accélérateur bois en 2023. Donc, qu'est-ce qu'un accélérateur? C'est un club ou un groupe d'entreprises et d'entrepreneurs
qui sont retenus pour finalement dans une démarche d'atelier, de mise en réseau, de coaching. Et donc, c'est une trentaine d'entreprises qui sont accompagnées là actuellement sur l'accélérateur Bois 3. Il y aura sans doute un accélérateur, je pense, successeur Bois 4. Donc, si ça vous intéresse et si vous ne les connaissez pas, n'hésitez vraiment pas à vous renseigner. Il y a même des accélérateurs, si jamais le timing est un peu trop long pour un accélérateur Bois 4, il peut y avoir d'autres accélérateurs. C'est vraiment très intéressant et généralement, ça permet d'avoir aussi un petit temps de réflexion et un petit temps de prise de recul sur l'activité qui est très intéressante. Donc ça, c'est l'accélérateur Bois 3. Il y avait eu 2 accélérateurs par le passé et qui avaient concerné 55 entreprises, donc au niveau national. Il y a aussi des accélérateurs régionaux, donc qui peuvent être aussi intéressants. Sur la partie financement, je parlais tout à l'heure effectivement c'est une grosse activité chez BPI France. Il y a donc tous les dispositifs généraux, donc non spécifiques à la filière, mais sur le financement de l'immatériel, sur du financement court terme, sur des garanties. Et il y a aussi des financements spécifiques et notamment 2 prêts qui sont bonifiés. Alors, ils s'adressent plutôt à la première transformation, mais ce sont des prêts bonifiés pour la filière, donc notamment le prêt participatif de développement bois et le prêt filière bois. Donc vous voyez, l'idée c'est vraiment d'avoir des bonifications de taux pour financer des actifs immatériels et matériels dans des opérations notamment de renouvellement de l'équipement. Voilà en tout cas ce qui existe aujourd'hui de manière spécifique. Ce qui est important, je pense que sur finalement tous les stades de financement, aussi bien subventionnel, financement et fonds propres, n'hésitez pas à anticiper ces besoins, à nous solliciter et même en amont, s'il y a des réflexions, c'est des choses qui se préparent et nous, notamment au Fonds Bois, on a un petit peu cette double casquette aussi pour la filière pour aider à ces réflexions-là si vous avez besoin, si vous souhaitez échanger en amont. Nous, c'est toujours, ça fait aussi partie de notre rôle. Si on peut vous aiguiller, si on peut vous donner des conseils sur ces réflexions-là, sur les moyens de financer notamment des projets structurants, c'est toujours avec plaisir. Donc vous pouvez nous contacter soit au sein du Fonds Bois, donc moi-même via Alex si besoin, ou alors directement sur nos directions régionales. Et on a 3 antennes aujourd'hui en Île-de-France. On en a une à La Défense qui couvre le 78 et le 92. On en a une à Paris pour Paris, et on en a une également à Fontenay-sous-Bois pour le 93, 94 et 77. Voilà. Donc n'hésitez pas, il y a les coordonnées sur le site de BPI France. J'en ai terminé très rapidement. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je crois que j'en ai vu passer sur le fil. Oui, merci beaucoup Pierre-Eddy pour cette présentation. Quelques questions. La première alors je crois que ça portait au moment où tu présentais le Fonds Bois et sur la question est, les aides représentent quel pourcentage de l'investissement? Voilà. Alors, en partie fonds propres, ce n'est pas de l'aide, c'est vraiment un renforcement des fonds propres qui vient, et l'objectif des fonds propres, c'est de pouvoir finalement avoir un effet de levier. Donc, on intervient en capital ou en obligation convertible au capital des sociétés. On dit en capital ou quasi-capital. Et l'idée, c'est notamment quand les plafonds de financement bancaire ou subventionnel sont atteints, c'est de renforcer les fonds propres pour rehausser les plafonds. Et c'est là où on parle d'effet de levier. Donc, il n'y a pas d'aide à proprement parler. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on renforce les fonds propres pour avoir un effet de levier sur les autres financements. Il y avait une deuxième question sur les entreprises à moins de 3 ans. Oui. Alors ça, c'est une bonne question, effectivement, parce qu'il y a différents types alors, sur le Fonds Bois, nous, on intervient vraiment principalement sur des PME ETI qui ont plus de 3 ans. Par contre, on a aussi des fonds chez BPI France, et notamment les fonds qui sont dédiés aux startups, qui peuvent intervenir sur des entreprises qui ont moins de 3 ans. Donc ça, c'est vraiment, et là on rentre on est vraiment sur nos équipes de financement de start-up, de venture capital. Là, il n'y a pas d'outil spécifique à la filière bois.
Donc on est vraiment sur du financement généraliste. Il y a des fonds thématiques, notamment on a un fonds qui est dédié à la ville durable, qui est dédié un autre fonds aux écotechnologies, mais il faut vraiment avoir à l'esprit que ces fonds vont s'adresser principalement à des produits de rupture, à des innovations fortes. Voilà, donc il faut être assez innovant pour pouvoir, j'allais dire, passer les sélections des fonds de capital risque, que ce soit chez BPI France ou ailleurs par ailleurs. Et j'en profite aussi pour poser la question maintenant, mais est-ce que aussi l'appel à projet première usine, je ne sais pas si tu l'as en tête, mais est-ce que il y a aussi le minimum de 3 ans d'existence pour Pas à ma connaissance. D'accord. Pas à ma connaissance. Mais là aussi, sur tous les AAP, c'est vrai que j'ai pas beaucoup développé ce point-là. Donc sur tout l'aspect subventionnel, donc effectivement, BPI France opère un certain nombre d'enveloppes, notamment de France 2030 et anciennement des PIA. Il y a l'AAP première usine. Alors, de mémoire, c'est très sélectif, là, notamment sur première usine. Donc, il faut vraiment faire. Je pense qu'il y a deux messages. Il y a un message, n'hésitez vraiment pas à nous appeler soit la Dryad, soit BPI France pour sonder, pour voir s'il y a du sens et si on peut vous accompagner. Et ensuite, il y a vraiment une deuxième étape où il faut vraiment construire son projet parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. Construire son projet pour que ce soit effectivement qu'il ait le plus de chances d'être retenu. Voilà. Il y a d'autres dispositifs qui sont là aussi généralistes, mais qui sont sur des financements de projets innovants en termes de subventionnels sur la partie subvention. Il y a un API démo sur des développements de produits innovants, mais ça fait partie de France 2030 également. Le concours Innov, enfin il y en a un certain nombre. Là aussi, n'hésitez vraiment pas à venir vers nous, soit au sein des directions régionales, soit au niveau du Fonds Bois. Hein. On peut aussi faire le relais pour voir si vous avez des questions, même si je pense que le site qu'on a évoqué tout à l'heure sur France 2030 et tous les AAP ouverts, et j'en pense la meilleure des portes et la meilleure le meilleur des panoramas pour avoir l'ensemble des AAP ouverts. Merci beaucoup. Il y a 2 questions sur le sujet du réemploi. Est-ce qu'il y a des aides ou des accompagnements spécifiques sur le sujet du réemploi du bois? Alors, des aides, il peut y avoir, je pense, des prêts bonifiés effectivement, sur certains usages, notamment le prêt vert. Ça peut être, on est vraiment sur des prêts bonifiés, ça peut être intéressant de regarder. Ensuite, il y a des éléments, notamment sur sur les missions dont je parlais tout à l'heure. Là, il y a vraiment des missions qui sont subventionnées. Je pense que si vous êtes dans ce genre de réflexion, n'hésitez vraiment pas. Je pense vraiment au Diag Ecoflux qui est subventionné, qui est opéré par BPI France et l'ADEME, parce que ça permet vraiment d'avoir je pense, des pistes de réflexion pour optimiser aujourd'hui tout ce qui est effectivement les flux internes dans l'activité. Il y a également le Diag décarbonation qui est très important, qui permet d'avoir une première vision finalement des empreintes carbone scope 1 et 2 et qui sont pas forcément évidents notamment pour des petites structures, des PME, qui ont pas forcément les équipes comme les grands groupes du CAC 40 pour faire ces évaluations-là. Donc là aussi, n'hésitez vraiment pas sur cette partie accompagnement. L'idée, c'est vraiment nous, on a vraiment cette stratégie d'être la banque du climat, d'aider la démarche vers plus de responsabilité, vers plus d'éléments positifs à la fois sur le réemploi et l'optimisation des matières.
Je me permets juste d'intervenir sur Ouais, l'économie circulaire. Alors, je ne suis pas un expert, mais il y a pas mal d'aides de l'ADEME qui sont ouais. propres à l'économie circulaire aussi, hein. Si c'est vraiment sur la partie aide. J'imagine que côté BPI, vous devez faire le lien aussi. Mm. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que ça en fait partie et les diags dont je faisais partie, que j'évoquais, sont clairement opérés par les pays France et l'ADEME. Donc, il y a ensuite, ça peut être une très bonne porte d'entrée. Et ils sont là pour ça, hein, ces diagnostics. Ils coûtent moins de 10 000 euros de mémoire, et parce qu'ils sont très fortement subventionnés. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment en fait, les pistes de réflexion pour avoir des actions concrètes, et vous allez avoir derrière je pense, des propositions d'aide si jamais c'est applicable. Merci beaucoup. 2 petites questions, puis on va enchaîner. En lien avec le sujet du réemploi, est-ce qu'il semblerait qu'il y aurait un accélérateur sur la transformation et valorisation des déchets? Tout Sachant à que c'est fait. des personnes bien informées qui Ouais, tout à fait. Il y en a un. Ouais, voilà, sur les accélérateurs, ce qui est important, c'est, enfin, il y a plusieurs accélérateurs sectoriels. Il y en a un sur le bois, enfin, on est à la 3e génération. Le transformation et valorisation des déchets, je crois qu'on est à la 2e génération. Donc, il y a plusieurs accélérateurs sectoriels. Ce qui est important dans ces cas-là, finalement, c'est de se poser la question si l'accélérateur est intéressant. Bah, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour l'équipe de direction en termes de mise en relation, de mise en réseau, parce que finalement, ça va toucher des publics soit généralistes au titre d'une région si c'est un accélérateur régional, soit effectivement dans les thématiques, se demander si finalement quel est le plus pertinent en termes finalement de groupe, parce que c'est aussi surtout une dynamique de groupe dans ce club d'accélérateurs. Merci. Dernière question a priori. Est-ce qu'il y a des aides, au BFR pour la seconde transformation? Ouais, alors là, il y a clairement deux éléments de réponse. Les fonds propres que je présentais et le fonds Brun, on en fait partie, on finance souvent du BFR, notamment quand il y a des montées en charge très importantes. Et ensuite, sur la partie financement, il existe chez BPI France effectivement des financements court terme pour financer l'activité. Je pense notamment, alors ça va être notamment des avances remboursables, des avances sur des créances. Là, il y a vraiment plusieurs dispositifs qui existent. Là-dessus, le plus intéressant et le plus direct, c'est de contacter finalement les bureaux que j'évoquais tout à l'heure à La Défense à Paris ou à Fontenay-sous-Bois. Ils ont des chargés d'affaires notamment voilà, pour financer les créances, qui font ça tous les jours. Super, merci beaucoup. Et ça me fait penser que j'avais moi une petite question. Tu as parlé d'accélérateurs régionaux aussi. Ouais. Est-ce qu'ils sont différents des accélérateurs, par exemple bois ou transformation et valorisation des déchets? Dans la pratique, c'est le même format. Après, c'est le fonctionnement général est exactement pareil. Après, les thématiques abordées seront différentes, forcément, puisque l'un est généraliste, l'autre sectoriel. Dans le sectoriel, il y aura, je pense, des thématiques beaucoup plus pertinentes pour une entreprise d'un secteur donné. Et ensuite, la deuxième différence, et c'est ce que j'ai évoqué, c'est forcément des différences d'entreprises, de typologie d'entreprises et d'entrepreneurs qui sont aujourd'hui dans les accélérateurs. Et effectivement, là aussi, avec cette différence entre le thématique et le généraliste. Et je Super. vais vous envoyer les contacts dans le fil de discussion sans problème pour les directions régionales. Merci beaucoup, Pierre-Eddy. Merci à tous. Je vais laisser désormais la parole à Romain Aigle de la région Île-de-France. Oui, bonjour, merci. Je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que tu peux me confirmer qu'on le voit? On le voit très bien. Super, merci beaucoup.
Bonjour à tous, je m'appelle Romain Aiglé, je travaille donc à la région Île-de-France au sein du pôle entreprise et emploi et plus précisément au sein de la direction des aides aux entreprises. Donc juste un petit rappel, les aides régionales que je vais présenter tout de suite sont en fait des aides régionales au développement économique au sens large, c'est-à-dire qu'elles sont pas uniquement réservées à la filière forêt-bois, c'est ouvert à tous les secteurs économiques. Mais donc je vous les présente de façon globale. Et effectivement, donc plus tard dans l'année, les dispositifs vraiment réservés à la filière forêt-bois de la région vous seront présentés une fois qu'on aura notre nouvelle feuille de route, comme ça a été rappelé au début. Donc je vais me concentrer principalement sur ce qu'on appelle au sein de la région Île-de-France la gamme UP, donc InnovUp, notre outil de financement à l'innovation, puis ensuite TPE Relance pour les TPE et PME Relance pour les PME. Alors, on va commencer par InnovUp. Donc InnovUp, c'est notre dispositif de financement réservé à l'innovation, donc à tout ce qui est dépenses de recherche et développement. Donc notre but, ça va être de soutenir et évidemment, excusez-moi avant de commencer, c'est un dispositif porté à la pour les BPI. Donc, on vient en fait ici soutenir les entreprises qui vont porter un projet d'innovation à tous les stades de maturité du projet, de l'idée, donc jusqu'à la mise sur le marché. Donc, ça peut concerner une faisabilité, un prototypage, un développement ou une expérimentation. Donc, comme je le dis, on va uniquement se concentrer sur des dépenses de RDI, sur lesquelles je reviendrai en détail un petit peu plus tard. Donc, que cela concerne le produit de l'entreprise, des services, des procédés, de l'organisation, voire même de l'innovation sociale. On est sur un soutien qui peut aller de 6 à 18 mois selon les spécificités du projet. Et on est, mais je reviendrai là aussi tout à l'heure dessus un peu plus en détail, on est sur un soutien financier qui va venir sous une forme de subvention principalement, et selon les montants, avec également une certaine part soit d'avance remboursable, soit d'un prêt à l'innovation par la BPI. Donc dans la limite de 500 000 € de subvention et de 3 millions d'euros d'avance récupérable. Donc pour vous faire une petite idée, sur la période 2019, 2020, 2021, donc ça fait quand même 3 ans, on a eu 1080 bénéficiaires, donc un peu plus de 300 bénéficiaires par an, avec une aide moyenne de 94 000 € par projet. On est sur un dispositif au fil de l'eau ouvert toute l'année, donc il n'y a pas de date de relève. Enfin, c'est un dispositif au fil de l'eau, c'est pas vraiment un appel à projet. Donc, qui est éligible à ce dispositif? Donc, toutes les TPE-PME, quelle que soit leur forme juridique, y compris les associations ayant une activité économique, et attention, ne sont pas éligibles les groupements d'entreprises ou les projets collaboratifs. Évidemment, l'entreprise doit être basée en Île-de-France avec au moins un établissement sur le territoire francilien et des activités de R&D innovation qui doivent être réalisées majoritairement sur le territoire francilien, puisqu'on est à la région Île-de-France, on a vocation à porter des projets qui vont vraiment lever la filière sur le territoire régional. L'entreprise ne doit pas être en difficulté avec des fonds propres positifs et supérieurs à la moitié du capital social, à l'exception des structures de moins de 3 ans. Il n'y a pas de durée d'existence minimale, contrairement au dispositif que je vais présenter après, mais l'entreprise doit être immatriculée au moment du dépôt. Et si vous faites partie d'un groupe, l'éligibilité est évaluée au niveau du groupe. Donc, pour vous indiquer rapidement comment se passe le traitement d'un dossier de candidature InnovUp, en fait, vous déposez votre candidature sur le site de la région, puis après, c'est la BPI qui va prendre le relais en premier. Donc, le dossier va arriver auprès de la BPI qui va faire un examen de l'éligibilité du dossier et qui fera ensuite, si le dossier est éligible, un diagnostic approfondi avec le porteur de projet. Ensuite, le dossier arrive côté région pour une instruction, cette fois côté région. Et ensuite, une codécision est prise entre la région et la BPI pour savoir si le dossier est financé ou pas. Donc, généralement, sur tout le processus, il y a environ 3 mois qui se passent. Et on est sur un taux de sélection de 53%, donc à peu près un dossier sur 2. Donc, quels critères de sélection sur ce dispositif? On va d'abord regarder la qualité de l'innovation, donc la nature de celle-ci, le degré de maturité, le risque porté par l'entreprise. Et quand on dit que l'aide n'a pas vocation à soutenir le versionning, c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse souvent, c'est vraiment la première innovation.
On va rarement financer des projets qui nous présentent une V2, voire une V3, à part s'il y a une nouvelle innovation très importante ou intéressante. On va également regarder évidemment le potentiel économique du projet et de l'entreprise. Est-ce qu'elle est en capacité de porter le projet? Quel est le marché? Quelle est sa stratégie, son positionnement? Donc, on va quand même regarder que tout ce qui nous est présenté tient la route et que l'entreprise est en capacité de pouvoir tenir les 6 à 18 mois du projet. Donc, l'entreprise ne doit pas être en difficulté avec des fonds propres positifs et supérieurs à la moitié du capital social, à l'exception des structures de moins de 3 ans. On regarde, comme je l'ai dit, vraiment la contribution du projet au développement de l'Île-de-France, l'ancrage territorial, les retombées sociétales et environnementales, la création potentielle d'emplois. Et enfin, la qualité du projet. Donc, est-ce que l'équipe est spécialiste du projet, enfin du secteur? Est-ce qu'elle a l'air qualifiée? Capacité financière, ressources techniques, la pertinence du programme de R&D. Et enfin, les fonds propres doivent être supérieurs à 50% du montant d'aide. Donc, sur les dépenses éligibles, comme je le disais, on est sur un régime d'aide d'État qui va concerner uniquement la recherche, développement, innovation. Donc, on va pouvoir prendre des frais de personnel interne, donc si le projet est vraiment développé en interne, ou des prestations externes qui doivent être situées en Île-de-France. Donc, ça peut être de la sous-traitance R&D située en Île-de-France, comme je dis, des honoraires, des laboratoires, des centres techniques, des frais de réalisation de prototypes, etc. On peut soutenir aussi de l'amortissement du matériel, des investissements engagés sur la durée du programme, des dépenses de propriété intellectuelle, d'homologation, de design, d'études de marché, etc. Et des dépenses liées au déploiement de l'expérimentation si on est dans le cadre de l'expérimentation. Au cas où, je le précise maintenant, que vous soyez dans le cadre d'une faisabilité, d'un prototypage, d'une expérimentation, etc., c'est la même porte d'entrée. Vous déposez vraiment votre dossier sur le dispositif InnovUp global. Ensuite, c'est nous en interne, qui faisons, on va dire, notre popote et qui savons si on est sur une expé, une FESA, etc. Donc, sur les montants d'aide. Sur un projet dont l'assiette globale va être jusqu'à 200 000 €, on va être sur des modalités de financement à 100% en subvention, avec 50 000 € de subvention maximale. Si on est sur une assiette de projet entre 200 000 et 600 000 €, on va être à 50% en subvention et 50% en avance remboursable ou payé R&D côté BPI, avec 130 000 € de subvention maximum et 260 000 € maximum en AR ou payé R&D. Et enfin, si le projet comporte une assiette éligible de plus de 600 000 € de dépenses, on va passer à 1/3 en subvention et 2/3 en AR ou pays R&D. Voilà, donc les priorités régionales du dispositif, ce sont des priorités régionales qui ont en fait été prises dans notre nouveau. Alors, ouais, je crois qu'il a 1 an maintenant. Donc, dans notre nouveau schéma régional de développement économique qui s'appelle Impact 2028. Donc, les priorités régionales de notre nouveau schéma jusqu'en 2028 sont l'innovation et la transition écologique, l'innovation sociale, bon, l'innovation créative, j'en parle pas, on n'est pas concerné aujourd'hui, Deep Tech Industrie et des filières identifiées comme stratégiques en Île-de-France. Voilà, ville intelligente et durable, agroalimentaire, mobilité, etc. Mais donc, tout ce qui est filière forêt-bois a complètement sa place dans ce dispositif. Alors, les points d'attention lors d'un dépôt de dossier. Donc, comme je vous l'ai dit, les dossiers sont à déposer sur mesdémarches.ile-de-france.fr. On va regarder les dossiers au fil de l'eau conjointement avec la BPI et les meilleurs projets sont retenus à l'issue d'un processus de sélection. D'ailleurs, le règlement d'intervention est disponible sur ce site internet. Donc, vous allez devoir préparer plusieurs pièces, la présentation d'entreprise, la présentation de votre projet. Ensuite, il y aura une grande attention portée aussi à votre compte de résultat, au plan de trésorerie. Ensuite, tous les devis qui peuvent être attachés à votre projet. Ensuite, tout l'organigramme capitalistique et d'autres pièces administratives que vous voyez là. Et donc, comme je le disais, toujours des bonnes pratiques. Le dispositif s'adresse à des entreprises constituées juridiquement, avec un capital social d'au moins 15 000 €, du moins pour certaines entreprises qui ont une certaine année d'existence déjà, un projet de R&D localisé en Île-de-France. Va falloir présenter le projet d'entreprise dans sa globalité, donc que ce soit sur la partie R&D, sales, marketing, etc. Même si nous, ce qu'on va financer, c'est la partie R&D.
Prise en compte des dépenses qui se fait à partir de la date du dépôt du dossier. Toutes les dépenses faites avant ne sont pas éligibles. Et un plan de financement équilibré. Voilà pour InnovUp, le classique. Je reviens très rapidement, puisque ça a été dit par la directrice tout à l'heure, sur l'InnovUp Leader PIA 4, qui est un partenariat État-Région BPI, où on va vraiment venir soutenir des entreprises qui proposent, on va dire, des innovations, des grosses innovations ou des innovations de rupture, etc. Là, on est sur un mode plus d'appel à projet avec plusieurs relevés chaque année. Donc là, j'ai pas actualisé mon diaporama, vous pouvez le voir. Mais la prochaine relève, enfin, donc la dernière relève a eu lieu le 7 avril. Là, la prochaine, elle aura lieu début septembre. Et il y en aura ensuite une dernière début décembre. Donc il y en a 3 à peu près chaque année. Voilà, juste pour que vous le sachiez en complément de ce qui a été dit tout à l'heure par la Drietz, mais je passe. Donc ça, c'était vraiment le dispositif InnovUp, donc consacré aux dépenses de RDI. Sur le dispositif TPE, maintenant, donc consacré au TPE. Là, on va changer de registre, puisque notre but, ça va plutôt être maintenant d'accompagner la croissance de l'entreprise dans des dimensions liées à l'investissement, au développement international et ou au conseil. Donc, on n'est plus du tout dans tout ce qui est R&D. Là, ça devient inéligible. Là, on passe plutôt sur la partie vraiment croissance des TPE. Donc, avec un parcours sur le moyen terme, puisqu'on demande à l'entreprise de nous présenter un plan et une stratégie de développement qui court sur 12 à 18 mois. Les subventions peuvent aller jusqu'à... On est sur un dispositif en subvention, toujours, qui peut aller jusqu'à 55 000 euros. Et qui peut aller exceptionnellement jusqu'à 82 500 euros sur les projets situés en ZRE. ZRE voulant dire zone de reconquête économique, et la liste est consultable sur le site du dispositif. En moyenne, en 2022, les TPE ont reçu pour leur projet une subvention de 41 000 euros. C'est en fait une subvention sur services faits débloqués à réception des factures. Donc, qui est éligible à TPE? Sont éligibles les entreprises ayant au moins un salarié. Quand je dis un salarié, c'est hors dirigeant, hors stagiaire, hors alternant. Donc voilà, vraiment au moins un vrai salarié qui n'est vraiment pas le dirigeant ou les stagiaires et alternants. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Et l'entreprise doit avoir moins de 10 salariés pour pouvoir être éligible à TPUP et avoir un chiffre d'affaires de moins de 2 millions d'euros et ou un total bilan de moins de 2 millions d'euros également. Et au moins 2 critères sur 3 doivent être cumulés. L'entreprise toujours ne doit pas être en difficulté, je ne reviens pas sur ça, ni en procédure collective, et elle doit avoir également au moins 1 an d'existence et au moins un exercice comptable clôturé. On exclut l'agriculture primaire, les professions libérales et les services financiers immobiliers de ce dispositif. Et encore une fois, l'éligibilité est évaluée au niveau du groupe. Donc les appartenances doivent être clairement identifiées au moment de dépôt du candidature. C'est vraiment important le plus souvent pour le calcul du chiffre d'affaires et du bilan aussi, et aussi la prise en compte du nombre de salariés. Donc le traitement d'un dossier de candidature, vous déposez votre candidature pareil sur le site Mes Démarches. Ensuite, il va y avoir un examen de l'éligibilité du dossier. Si le dossier est éligible et reçoit un avis favorable d'un comité de présélection, un chargé de mission prend rendez-vous avec vous pour un diagnostic approfondi pour, on va dire, entre guillemets, challenger votre dossier, lever des zones d'ombre qui sont peut-être pas expliquées dans votre dossier, ce qui est complètement normal, etc. Mais vraiment beaucoup mieux apprivoiser, on va dire, votre projet, votre entreprise, etc. Celui-ci est ensuite présenté devant un comité de sélection composé d'agents de la région, d'agents décisionnaires. Et ensuite, le dossier reçoit un avis favorable ou défavorable et il part ensuite en vote la subvention part en vote de la commission permanente qui attribue l'avis final, puisqu'on est une collectivité territoriale, donc la décision finale, ou du moins administrative, revient évidemment aux élus. Un taux de sélection de 25% sur ce dispositif. Les critères de sélection qu'on va regarder, ça va être la viabilité de l'entreprise, la pertinence de la stratégie, le potentiel de création d'emplois, le potentiel de développement international, s'il a lieu évidemment, et la contribution du projet au développement de l'Île-de-France.
Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre en compte? Toutes les dépenses de conseil international. Donc, on va les financer à 50% dans la limite de 25 000 euros cumulés, conseil international. Et tout ce qui est investissement matériel immatériel, on va le prendre en charge à 30%. Pour les projets en ZRE, c'est un peu plus important. Pour l'investissement matériel, on va jusqu'à 50%. Voilà, les dépenses d'investissement doivent être amortissables et peuvent être financées en crédit bail via TPE. Pas de prise en charge des recrutements sur ce dispositif, je tiens à le dire, puisque ce sera le cas sur le dispositif dont je vais parler maintenant, qui est PME Prolance. Très honnêtement, PME Prolance, ça reprend beaucoup de choses de ce que je viens de dire sur TPE. C'est juste pour des entreprises qui sont plus importantes en termes de taille. Donc, on vient soutenir des projets de relance sur les activités stratégiques menacées, secteur industriel, aéronautique, automobile, forêt, bois, etc., ou des projets à fort potentiel de croissance, à même d'avoir un effet d'entraînement sur l'économie francilienne et porteur de création d'emplois. Cette fois, on est sur des parcours de 36 mois, avec une présentation d'une stratégie de croissance avec un business plan, un budget prévisionnel et un plan de développement. Un peu comme sur TPE, mais on va être encore plus regardant dans le sens où on est sur des subventions qui sont plus importantes, où on est à 3 ans, etc. Les subventions peuvent aller jusqu'à 250 000 euros, porter jusqu'à 375 000 euros pour les projets situés en ZRE. En 2021, on était sur une moyenne de 200 000 euros de subventions par projet. Donc, un effectif qui doit être compris entre 5 et 250 salariés, donc avec un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros et un total bilan de moins de 43 millions d'euros au dernier exercice clôturé. On est toujours sur des spécificités franciliennes, donc évidemment un établissement en Île-de-France, des entreprises pas en difficulté et le périmètre PME toujours à apprécier au niveau du groupe. Le traitement d'un dossier de candidature est le même, sachant que dans le diagnostic approfondi, on va aller quand même beaucoup plus loin que sur TPUP et que là, le jury de sélection change. On est sur un jury composé à la fois d'élus, de chefs d'entreprise et d'acteurs de l'écosystème de l'accompagnement d'entreprise, donc la BPI, la Banque de France, la Team France Export, des business angels, des acteurs ça peut être également des acteurs de l'ESS, etc. Donc un jury beaucoup plus conséquent. Toujours les mêmes critères de sélection, la viabilité de l'entreprise, la pertinence de la stratégie, le potentiel de création d'emplois, de développement international s'il a lieu, et la contribution du projet à l'Île-de-France. Donc, on va prendre les investissements matériels et immatériels en charge à 20% pour les petites entreprises de moins de 50 salariés et à 10% pour les moyennes entreprises de plus de 50 salariés. Oui, alors il me semble qu'il y a juste eu un petit changement sur ça. Je me demande si on n'est pas passé à plus de 100 salariés pour aller à 10%. Il faudra que je me le reprécise. Toujours, ça doit être, on monte jusqu'à 50% en ZRE, ça doit être amortissable. Et ensuite, on prend le conseil à 50%, les dépenses internationales à 50%, dépôt de brevet et extension à 50%, ce qui n'est pas sur TPUP. Et ce qui n'est pas sur TPUP également, et qu'on peut prendre sur PMUP, c'est des recrutements qu'on appelle nous structurants, c'est-à-dire des CDI avec une qualification cadre. Mais quand je dis cadre, c'est vraiment un cadre structurant qui va venir apporter quelque chose de nouveau à l'organigramme, à l'entreprise, qui va même être rattaché à la direction. Donc 3 recrutements maximum à un taux de 50% plafonné à 25 000 euros par recrutement. Et 2 autres petites aides dont je vais parler rapidement ici, que je maîtrise pas très bien, mais bon, on a le mérite de les avoir. C'est également avec la BPI. Donc, on a le fonds régional de garantie, donc on est sur des produits financiers, qui vient apporter en fait une contre-garantie financière aux prêts à moyen et long terme accordés aux TPE et PME d'Île-de-France. Donc, c'est pour soutenir les entreprises franciliennes tout au long de leur cycle de vie, qu'on soit sur la création, le développement, la transmission, le renforcement de trésorerie. Donc, on peut venir financer via soutenir, on va dire, de l'investissement matériel, du besoin en fonds de roulement et d'autres opérations, le rachat de fonds de commerce, etc. Et on a également le prêt d'amorçage sur le renforcement de trésorerie des jeunes entreprises innovantes. Donc pour créer des conditions favorables à la préparation de levée de fonds auprès de business angels ou de fonds d'investissement. Donc, les dépenses financées peuvent relever du besoin en fonds de roulement, du conseil et de recherche en développement. Les critères, c'est d'avoir moins de 5 ans, être en phase d'amorçage et ayant bénéficié d'une aide publique à l'innovation de la BPI ou d'autres. Et on est sur un emprunt de 8 ans avec un différé d'amortissement de 36 mois. Ici, vous avez l'adresse mail, donc aide.économique@île-de-france.fr sur laquelle vous pouvez écrire pour avoir vos renseignements sur ces projets.
enfin sur ces dispositifs. Et là, vous avez le site internet donc de chaque dispositif, PMUP, TPUP, InnovUp. Voilà. S'il y a des questions, Alec, je suis disponible. Merci beaucoup Romain pour cette présentation très claire. Alors, quelques questions qui sont apparues dans le chat au fur et à mesure. Donc d'abord sur InnovUp, puisque c'était la Ouais. première partie de la présentation. Est-ce qu'il y a des contraintes en termes de partenariat liées au montant, au nombre pour InnovUp? Alors, si je comprends bien la question, en tout cas, le projet doit être porté en propre par l'entreprise. Pas de, je sais plus comment on appelle ça, excuse-moi, le mot me vient pas là tout de suite. Mais c'est l'entreprise seule qui doit porter le projet. Pas de D'accord. groupement, etc. Enfin, si c'était l'essence de la question, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'était Je ça. crois que je vais laisser. Alors, je vais laisser la personne accéder au micro pour qu'elle puisse poser sa question directement. Alors, un instant. Monsieur Verna, normalement, vous pouvez prendre la parole. C'est bon? Oui. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, Guillaume Bernard et Noé. La question, elle porte sur un projet où on a besoin de partenariats externes sur des équipements techniques, Ah. technologiques. Et en fait, il y a effectivement le projet porté en propre, bien sûr, mais il y a quand même une part de sous-traitance, partenariat qui est quand même relativement, voire très importante. Non, oui, pardon. Ah, effectivement, j'avais mal compris la question. Non, du coup, ça reste éligible. Comme je le disais, enfin, ça reste éligible au vu quand même des conditions que je disais tout à l'heure, avec la condition principale qui sera regardée, c'est le bénéfice du projet pour la région Île-de-France, où se situe la sous-traitance, etc. Avec évidemment, il y a des secteurs, on sait que, par exemple, on a des fois des projets situés avec l'eau, avec la mer. C'est que, par exemple, s'il y a des terrains d'expérimentation qui vont pas pouvoir se faire en Île-de-France, donc des fois ça peut se justifier que ce soit fait ailleurs, mais oui, ça reste éligible. Merci. De rien. Merci également. Une question sur plutôt les recrutements, mais quels sont les retours des entreprises sur leurs besoins en recrutement? Qu'en est-il de l'accompagnement sur le volet emploi? Je crois que ça reste sur l'innovation, sur InnovUp. Alors, si c'est sur InnovUp, souvent on va retrouver les mêmes recrutements, c'est-à-dire enfin, souvent ça va être des développeurs front-end, back-end ou qui fait les deux, puisque c'est souvent eux qui vont faire les projets de R&D. On va être sur des project owners des fois. Enfin, ça va être vraiment des dépenses faites dans le cadre de la R&D, donc des ingénieurs, des fois des postdocs, etc. Ça, c'est sur InnovUp. Si on est sur TPUP, enfin non, pas sur TPUP du coup, parce qu'il n'y a pas de recrutement, si on est sur PMUP, on va des fois être sur des directeurs commerciaux, des directeurs internationaux, on va avoir des gens qui vont structurer tout leur département RSE sur lequel ils démarrent, donc on va avoir des directeurs de la transition écologique ou des directeurs RSE, etc. Ça, c'est plus pour la partie PME, enfin PMUP. Voilà. Très bien, merci. L'autre question, les aides à l'amortissement du matériel peuvent-elles être demandées après l'achat du matériel ou doivent-elles être validées en amont? Alors, les aides à la... excuse-moi, je relis la question. Oui. Les aides à l'amortissement du matériel peuvent-elles être demandées après l'achat du matériel ou doivent-elles être validées en amont? À partir de quel moment, je pense, les Alors, en entreprises peuvent fait, acheter du matériel pour ouais, lequel elles demandent une en fait, vous subvention? pouvez, ouais, c'est ça. En fait, vous pouvez acheter votre matériel à partir du moment où vous avez déposé le dossier. À partir du moment, par exemple, je dis n'importe quoi, on est le 1er juin, vous avez déposé votre dossier le 1er juin, vous achetez votre matériel le 2 juin. Bon, vous prenez le risque qu'on vous soutienne pas forcément, puisque ça ne veut pas dire que la subvention sera attribuée. Mais en tout cas, à partir du moment où vous l'avez acheté après votre candidature, on est bon. D'accord, donc la date importante, c'est la date de dépôt de dossier, c'est pas la date de confirmation qu'on a été Oui, retenu ouais, c'est ça. Ok.
D'accord. En fait, à partir du moment où le dossier est déposé, on estime que c'est bon, l'incitativité de l'aide on va dire, est prouvée. D'accord. Enfin, je me comprends. Oui, Voilà. oui, c'est clair. Alors, n'hésitez pas à lever la main ou poser une question dans le chat s'il y a encore une question. Hop. Yasmina, n'hésitez pas à prendre contact directement avec Romain Aiglé après la réunion. On pourra vous remettre en contact. S'il n'y a pas d'autres questions, bah, je vais vous remercier Romain pour cette présentation très claire et je vais laisser la parole à Julie Lamy de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France pour la dernière présentation de la journée. Merci Alec, bonjour à tous. Du coup, je vais vous partager mon document. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Très bien, c'est parfait. Ok, super. Du coup, donc Julie Lamy, responsable régionale du pôle financement. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter les champs d'intervention de la Chambre de commerce et de l'industrie, puisqu'on intervient dans différentes thématiques. Il faut savoir que derrière ces thématiques, c'est des conseillers experts à chaque fois du domaine sur lequel il est positionné. Donc, on peut intervenir sur de la création, le côté projet industriel et relocalisation, reprise, transmission, la partie RH, transition énergétique et décarbonation, digitalisation et numérique, financement et international. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, à chaque fois, on y associe des conseillers experts dans chaque domaine. Pardon, je suis allée trop vite. Donc concernant la création d'entreprise, c'est peut-être moins la maturité de votre entreprise, mais pour autant, sachez qu'on est sur la partie simplification des démarches administratives, donc c'est easy d'éclair. On fait tout ce qui est formalité, en fait, on accompagne les entreprises dans leurs différentes formalités. Donc ça peut être intéressant d'avoir cette information. Et puis sur l'accompagnement, donc ça c'est à chaque fois, je vous ai donné il y a des exemples de programmes d'accompagnement, il y en a d'autres plus spécifiques, mais voilà, là c'est les principaux. Donc on a entrepreneur leader, donc là c'est avec la région Île-de-France où on accompagne vraiment l'entreprise. C'est un accompagnement qui est complet, qui est sur mesure, où on aide dans la création d'entreprise, dans le fait de trouver le bon financement très en amont, vraiment au moment de la création, et diriger. Donc voilà, c'est sur plusieurs mois et on a ce positionnement-là. On a également le Boost Entrepreneur, donc c'est un programme d'accélération de 5 mois qui permet là d'être plus dans la posture, d'adopter la posture du dirigeant et de répondre à des problématiques souvent plus spécifiques. Voilà, donc il y a la possibilité sur ces boosts effectivement de faire appel aussi aux experts, aux conseillers sur les thématiques que je vous ai présentées précédemment. Donc ça, c'est la partie création d'entreprise. On accompagne aussi sur la reprise transmission. On accompagne à la fois les cédants et les repreneurs. L'idée vraiment, c'est d'optimiser la transmission, de faire un diagnostic de l'entreprise en amont, de faire l'évaluation de l'entreprise également, et de mettre en avant à la fois le potentiel et de faire une sélection, puisqu'on a quand même beaucoup de repreneurs identifiés, de faire cette sélection de repreneurs. Donc sur la partie repreneur, on aide à trouver l'entreprise cible. On identifie effectivement aussi s'il y a un potentiel de développement sur l'entreprise que l'on a identifié. Et donc l'idée, c'est vraiment de gagner en crédibilité face aux cédants et aux financeurs. Donc on accompagne aussi sur le montage du dossier. Donc on a un accompagnement spécifique sur cette partie qui s'appelle 5 jours pour reprendre. Pardon. C'est une formation qui est donc destinée vraiment là aux repreneurs. L'idée, c'est vraiment d'avoir une méthodologie, des compétences techniques, financières, juridiques pour bien reprendre et éviter les erreurs. Sur la partie financement, donc ça c'est l'activité que je porte au sein de la CCI. Donc on a à la fois la partie conseil où là on accompagne en fait les entreprises à se retrouver aussi en fonction. Enfin voilà, vous l'avez vu, hein, il y a une offre qui a été présentée, qui est très complète, très diversifiée. Et donc nous on aide aussi à faciliter, accélérer le financement, à identifier les bons dispositifs en fonction du projet de l'entreprise, de sa maturité, de son souhait de développement. Et on accompagne donc
à la fois sur le financement de l'innovation, donc ça va être tous les dispositifs InnovUp, InnovUp Leader PIA, mais également la fiscalité de l'innovation, donc avec les crédit d'impôt recherche, innovation, JEI. Et on accompagne aussi sur le financement de la croissance, où là, on peut aller aussi sur le côté dette bancaire, par exemple. On travaille avec tous nos partenaires financiers et on a la possibilité de pousser un dossier auprès d'une banque, par exemple. On accompagne aussi sur les dossiers PM-UP qui ont été présentés précédemment, TP-UP. Donc ça, c'est la partie croissance de notre activité. Et puis voilà, Chambre de commerce, on a aussi ce besoin aussi de faire de la sensibilisation. Donc on fait beaucoup d'ateliers, de webinaires sur des thématiques. On participe aussi, comme aujourd'hui, à des webinaires avec des partenaires et on fait nos propres webinaires aussi en interne sur toutes les thématiques de financement. Donc ça peut être par exemple sur une thématique France 2030, sur l'innovation. On peut aussi faire sur la fiscalité. Donc là, c'est nos différents webinaires. On a aussi tout un volet animation territoriale où on doit aussi mettre en relation, si besoin, avec les territoires. Et puis, on organise des événements, évidemment, sur le financement. C'est ce qu'on appelle chez nous, les Go Invest, où là, en fait, on fait venir les principaux opérateurs de financement privés, publics, et on permet une rencontre avec les entrepreneurs. Et on a aussi tout le volet contenu d'expertise en parallèle. Donc voilà, c'est un accompagnement personnalisé 360 dans la recherche de solutions de financement. Du coup, nous, on a aussi cet accès avec les opérateurs de financement. On a une vision assez claire et on connaît les objectifs, les attendus des appels à projets. Et on peut orienter en fait l'entrepreneur en fonction de, comme je l'ai dit précédemment, sa maturité et son activité. Et par exemple, on est sur France 2030, mais pas que. Et l'idée, c'est vraiment de faire concrétiser les différents projets. On intervient également sur la partie environnement, donc tout ce qui est performance environnementale et énergétique. Donc à chaque fois, vous le voyez, il y a ce côté atelier formation, ce côté sensibilisation qui est un de nos métiers, pardon, et le côté aussi après l'aide, donc soit des accompagnements, soit on porte des programmes. Donc là, par exemple, on a porté l'aide à l'investissement, le chèque efficacité énergie. Donc là, c'est nos conseillers développement durable qui sont en charge de cette partie-là et qui communiquent en fait et qui sensibilisent, accompagnent si besoin pour vraiment pouvoir aller chercher des aides et des labellisations, différents genres. On a également tout ce qui est amélioration des performances industrielles. Donc là, on a à la fois la partie conseil et la partie accompagnement. Donc l'idée, c'est nos conseillers industrie qui accompagnent les porteurs de projets, les entreprises, vraiment sur des missions de conseil stratégique pour les aider, les accompagner pour, par exemple, optimiser la performance industrielle, s'aligner sur le progrès, s'inscrire dans une trajectoire durable. Donc là, il y a différents programmes d'accompagnement qui sont en cours. Donc, il y a un programme France 2030 où là, on est vraiment sur le fait de, à la fois, identifier des entreprises qui pourraient candidater sur les dispositifs France 2030. Du coup, là, on est avec la Driette sur ce programme notamment. Il y a le programme, par exemple, FT2E, où là, on est vraiment sur la transformation écologique et énergétique. Et on accompagne en fait l'entreprise sur notamment les diagnostics BPI. En tout cas, on les aide à identifier le diagnostic qui correspond à leur demande, que ce soit par exemple BPI ou l'ADEME. Donc là, c'est un accompagnement spécifique et en cours. Donc il y en a d'autres, mais ce qui est fait par les conseillers industrie. Et puis le côté mise en relation, évidemment, on a quand même, on connaît beaucoup de monde au niveau de la chambre. On a beaucoup de partenaires identifiés, et donc on peut, des événements, sur des événements en tout cas, vous inscrire ou en tout cas vous renseigner là-dessus. On peut aussi, il y a des clubs d'entreprise spécifiques par thématique. Donc il y a toute une animation en fait territoriale, comme on l'a dit précédemment, et cette volonté en fait de donner la bonne information en fonction de la thématique concernée. Et puis, il y a tout un volet un peu accélérateur où on est sur une démarche plus de relocalisation et d'industrialisation. Donc là, c'est aussi le côté Smart Industrie. Donc ça, c'est souvent des programmes qui sont poussés aussi par l'État. On travaille aussi avec des pôles de compétitivité qui nous sollicitent, qui demandent à ce qu'on accompagne, qu'on conseille les entreprises sur des programmes d'accompagnement.
Voilà, donc ça, c'est la partie performance industrielle. On a aussi, le volet RH, où là, on est vraiment sur la gestion RH, donc on peut à la fois intervenir sur le recrutement, l'emploi, la formation professionnelle, la gestion au quotidien des salariés, le droit social et GPEC. Alors c'est toujours un niveau 1, hein, après évidemment on peut aller solliciter, des gens plus experts, mais en tout cas voilà, on est assez généraliste finalement dans l'accompagnement qu'on propose et on est capable sur, la partie RH de renseigner. Il y a le programme Objectif Recrute qui permet d'identifier les cibles et de devenir attractif, pour fidéliser les talents, et il y a une plateforme qui a été mise en place il y a très peu de temps qui s'appelle Vite un emploi, pour permettre aux TPE, PME de trouver des profils adaptés à leurs besoins. Donc je vous invite à aller sur le site viteunemploi.fr. Alors après là voilà, hein, je présente, de manière assez succincte et les différents champs d'intervention. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de contact, n'hésitez pas, à me faire un retour, mail ou à m'appeler directement pour que je puisse vous mettre en contact avec, le conseiller, qui est en charge de cette thématique. Il y a un dernier volet qui est le développement à l'international, donc toujours avec le côté atelier formation. L'idée, c'est toujours de sensibiliser sur l'international en l'occurrence. On accompagne aussi sur les dispositifs, les assurances prospection. Donc voilà, on connaît tous ces dispositifs de financement. Et on est aussi sur du coup l'animation des entreprises sur des opportunités à l'international. Et l'idée étant évidemment de construire la stratégie à l'international avec là, on s'appuie sur la team France Export pour à la fois qualifier, préparer et projeter son projet et sa stratégie à l'international. Et puis on a un volet expertise aussi avec voilà, des CCI qui sont implantés un peu partout dans le monde. Et du coup, on a une connaissance du potentiel économique d'une zone géographique et on est capable de donner de l'information sur un ou plusieurs marchés porteurs dans un secteur d'activité ou alors sur sur une réglementation ou sur un financement spécifique. Voilà, donc là, je vous ai mis mes coordonnées, je vous ai fait une présentation, comme je vous l'ai dit, très globale. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez, voilà, si vous avez des hésitations sur des diagnostics ou si vous voulez être accompagné sur des financements, ou avoir, voilà, profité des webinaires, sur ces différentes thématiques puisque chaque domaine d'activité stratégique porte, à chaque fois sa sensibilisation et donc ces webinaires, ces événements donc, propres à la CCI. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Merci beaucoup, Julie. Hem, Peut-être, pour une première question, pour tous les diagnostics, que tu as présentés un peu en phase amont, pour les entreprises, est-ce qu'on peut avoir un peu une idée de, hem, Sur la du partie coût? création? Ouais, si tu reviens un peu en Ah, arrière dans la excuse-moi, attends, je vais voir. présentation. C'était celui-ci? Celui d'après, il me semble. Après et encore après, je crois. Hop. C'était ça? Hem, non, c'était celle d'après. Voilà. Sur la partie Heu, industrielle? ouais, sur les performances industrielles ou même ouais, celle-là. Hem, Toutes les missions de conseil stratégique pour les entreprises, un peu ces diagnostics, voilà, un peu d'état des lieux. Le coût pour une entreprise, on pourrait l'évaluer ou, Il est gratuit en fait, il hein, est gratuit cette voilà, il y a tout partie-là? un D'accord. volet. Alors il y a un fonctionnement qui est un peu, spécifique sur la partie financement, mais en dehors de ça, il y a quand même, voilà, il y a beaucoup d'accompagnements qui sont gratuits. Voilà et du coup, par exemple, si on prend le programme FT2E, qui est en cours, en fait, sur la partie, transformation écologique et énergétique, là, c'est un diagnostic 360 qui est fait avec l'entreprise et qui est gratuit, en fait. Donc, vous soit, effectivement, s'il y a un besoin, n'hésitez pas et en fait, ils travaillent donc là, c'est avec l'ADEME et BPI, par exemple. Il y a aussi des diagnostics, CCI, mais du coup, l'idée, c'est vraiment de présenter l'offre complète, des diagnostics, existants, sur cette thématique-là et d'orienter sur le bon dispositif, en fait, le bon diagnostic. Donc là, il y a un rendez-vous qui est fait de 2 heures, avec l'entreprise et qui permet justement en fonction du projet, déjà de présenter les différents diagnostics qui existent, que ce soit au niveau BPI, ADEME ou CCI et du coup de vraiment regarder lequel est le plus adapté, en fonction du besoin de l'entreprise. OK.
Super. Euh, Voilà, c'est pour ça que sur la partie industrielle, on travaille beaucoup à la fois avec l'ADEME, BPI-France, la région. Voilà, on est sollicité en fait en amont. Et sur la partie reprise-transmission, c'est également un accompagnement gratuit sur la première partie? Alors là, non, non, c'est pas gratuit. J'ai pas le montant exact. Je pourrais vous le donner si besoin. C'est moins de 2 000 €, mais c'est voilà 5 jours pour reprendre. Là pour le coup, c'est un accompagnement. Alors j'ai dit le financement tout à l'heure sur les spécificités un peu métiers. Il y a aussi la reprise transmission où là c'est pas le même fonctionnement. Et effectivement, cette formation est payante. Mais voilà, après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'accompagnement est moindre malgré tout par rapport à des cabinets, par exemple extérieurs, spécialisés dans le domaine, que ce soit sur le financement ou la reprise transmission. Voilà, on est quand même chambre de commerce, donc on n'a pas du tout la même tarification et le même accompagnement. On peut pas comparer en fait, on est sur, voilà, c'est toujours, beaucoup moindre que dans le privé. Très bien. Et puis je pense que sur le côté RH, on pourra en rediscuter. Oui, On c'est pourra ça, peut-être voilà. explorer plus en profondeur Et on par la pourrait faire suite. venir un conseiller, RH qui, expliquera, plus en détail l'offre, RH. Super. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou à lever la main directement pour que je vous donne la parole. Je vois que malheureusement quelques personnes ont dû nous quitter vers 10 h pour la suite de la journée. Bon, si jamais il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup Julie pour cette présentation. Les coordonnées les coordonnées des différents intervenants et leurs présentations seront transmises du coup à tous les participants de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à solliciter voilà, les intervenants et puis les autres contacts qui ont été partagés pendant ce webinaire. L'idée c'était vraiment d'avoir une présentation un peu plus claire des dispositifs et de mettre aussi des visages sur des organisations. Donc j'espère que ça a un peu clarifié pas mal de points pour les entreprises et autres structures connectées. Je vois que David, tu as mis ta caméra. Je ne sais pas si tu souhaites dire un mot avant. Oui. Bah, alors, non, mais, du coup, pour continuer la transition, donc à très bientôt pour un webinaire plus dédié sur les aides à l'emploi et le recrutement et les ressources humaines. Voilà. Effectivement, c'est le mot de la fin. Donc, on reviendra rapidement vers vous pour effectivement un deuxième webinaire à la rentrée après l'été en septembre, voilà, sur le sujet recrutement RH, qui est un sujet assez central en ce moment pour les entreprises. Donc voilà, de même, on essaiera de vous éclaircir un peu tous les dispositifs et accompagnements qui sont à votre disposition. Donc voilà, en attendant, n'hésitez pas donc, à nous contacter Fibois ou les intervenants directement. On est à votre disposition. Voilà, les informations vous seront envoyées par mail et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.